Alors j'invite à présent à me rejoindre sur scène Julien Clément, qui est directeur du design et de l'expérience client chez Carrefour France, Philippe Ilovenko, qui est UX UI designer, design system master chez UX République, Andras Bartok, Head of Data Science chez Solocal, et Inès Bakary, Lead Product Designer chez Atempo. C'est le moment de notre table ronde. Allô, allô. Normalement, ils fonctionnent tous. Bonjour. Bonjour à tous les quatre. Peut-être une première question assez traditionnelle, mais vous présentez en quelques mots et aussi détailler les entreprises que vous représentez. Je peux commencer. Donc, je m'appelle Philippe Ilovenko. Je suis UX UI designer et spécialisé en design system management. Je travaille chez UX République et j'ai comme client depuis maintenant 3 ans Arval, qui est une filiale de BNP Paribas spécialisée dans le leasing automobile. Pour ma part, je suis Inès Bakary, Lead Product Designer chez Atempo. Donc Atempo est un éditeur de logiciels français spécialisé dans la data management et data protection. Pour vous en dire un peu plus, dès mon arrivée dans l'entreprise, j'ai dû créer et mettre en place tout un process UX pour orienter nos produits qui sont très complexes vers des solutions plus orientées vers les besoins réels de nos utilisateurs. Et sensibiliser les équipes également à l'UX design. Je peux également dire que je viens d'un parcours de reconversion. J'ai fait 6 ans dans l'aviation avant de débuter en UX. Et aujourd'hui, j'aime utiliser les AI pour enrichir mes méthodes au quotidien. Merci. Julien Clément, je suis Head of Design et CX pour Carrefour France, avec aussi une partie sur la partie groupe. Et je suis arrivé chez Carrefour il y a 1 an et demi pour justement développer le design dans la stratégie de Carrefour. Et aujourd'hui, je m'occupe en globalité en fait, de tout ce qui est l'expérience client, mais aussi l'expérience collaborateur sur l'ensemble des Digital Factory qui ont été créés chez Carrefour. Donc c'est tout le cycle finalement de production des ventes jusqu'à l'expérience client qui va sur le site internet que vous connaissez, excusez-moi, et aussi l'expérience client en magasin avec la digitalisation des points de vente. Merci Julien. Andras. Je suis Andras Bartok, je suis responsable de l'équipe Data Science et l'IA chez Solocal. Solocal qui a aujourd'hui 24 000 clients en TPE-PME principalement en France. Et on gère toute leur présence en ligne, les campagnes publicitaires pour les budgets réduits. Et mon équipe, c'est une équipe transversale au sein de groupe. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup pour mettre en cœur de toutes les transformations digitales, réduction de coûts, l'IA et des autres solutions, ce qu'on peut développer pour la groupe. Première question à tous les quatre. Quels impacts vous observez de l'IA sur les fonctions UX, UI et design system? Peut-être Andras, si vous avez déjà la parole. Alors, chez Solocal, traditionnellement, donc, il y avait toujours une grande équipe data scientists qui était présente. Ça fait plus que 10 ans, qui travaillait sur les optimisations des coûts et des campagnes publicitaires. Donc, c'était les modèles de forecast, de scoring classique, machine learning. Et ce que je vois avec l'arrivée des LLM, tous les projets, ça transformait vraiment sur d'abord le prompt engineering, après le fine-tuning. Et ça change les quotidiens de mon équipe et le quotidien de collaborateurs. Il y a plus en plus des axes de trouver des assistants qui permettent d'accéder aux données plus rapidement et être plus productifs. Donc les quotidiens, c'est vraiment changé. En fait. Julien. Donc moi, je ne vais pas être... je vais rien innover. Je pense que Axa, tout à l'heure, a dit un discours sur lequel je suis à 200% aligné. Nous, ça nous permet effectivement, pareil, de gagner en vélocité. Donc, on utilise beaucoup l'IA pour
accélérer à la fois sur la synthétisation de nos recherches, aller aussi sur comment on arrive à développer plus facilement. Et une des choses aussi, je pense, c'est surtout la mentalité qui a changé des designers, où on essaye de comprendre en fait un peu mieux comment l'IA doit être intégrée à l'intérieur de l'expérience, même si on a, je pense, tous connu, ou en tout cas au niveau design, sur déjà l'intégration d'algorithmes dans le passé. Alors là, l'IA, ça va être un peu plus loin, effectivement, mais on va être beaucoup sur comment on arrive à faire l'apprentissage, finalement, d'une expérience avec l'IA qui est intégrée, et comment on arrive à décloisonner en fait cette crainte qu'il peut y avoir sur l'IA et sur comment elle va changer la vie des gens, et notamment sur chez nous, chez Carrefour, on fait beaucoup d'IA décisionnelle, donc qui aide finalement à la décision. Et effectivement, nous, notre travail en tant que designer, c'est d'accompagner en fait cet apprentissage de l'intégration de l'IA. Donc ça, c'est un de nos gros chantiers. Et sinon, après, sur la practice, je vais être honnête avec vous, on n'a pas énormément d'outils avec lesquels on travaille sur l'IA pour prendre, nous, notre métier de designer, pour intégrer des nouvelles productions. Par contre, c'est vrai qu'on essaie plutôt de voir comment demain on peut accélérer. On travaille notamment chez Carrefour avec Copilot GitHub, et donc on essaye de voir demain comment on peut plugger le design system directement justement aussi avec ces nouveaux outils pour accélérer aussi le développement côté développeur. Merci Julien. Alors pas forcément sans... Voilà, il y a un écho. Sans rentrer forcément dans, on va dire là tout de suite les différents cases, mais qu'est-ce que vous observez de façon générale, peut-être Inès et Philippe, sur les impacts de l'IA sur ces métiers? Je peux prendre la parole. Du coup, il y a clairement un impact sur le changement des méthodes de travail. Ça nous pousse à développer nos compétences, comment poser les bonnes questions à l'AI pour avoir les bons retours et les bonnes réponses, et comment pouvoir les intégrer à nos méthodes actuelles pour pouvoir plus se concentrer sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. Ensuite, un autre point, ça peut booster notre créativité aussi, brainstormer un peu avec les outils pour éviter d'avoir la page blanche et démarrer un projet assez rapidement. Et sur la phase d'idéation. Exactement. Je te rejoins totalement sur ce que tu dis sur le fait d'augmenter la créativité. Moi, ça me sert énormément, surtout sur tout ce qui est IA générative. Et en même temps, oui, ça améliore nos processus, ça les augmente, on travaille beaucoup plus rapidement. En fait, pour moi, je m'en sers vraiment comme un assistant, comme un coéquipier, voire même comme un meilleur ami, limite. C'est que j'ai beaucoup trop de mémoire dans ma vie, et ça me permet même de travailler, d'optimiser mon workflow, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un raccourci ou de faire une chose, un process, je demande directement à l'IA, elle me sort exactement tout ce que j'ai besoin, et ça me permet de travailler énormément plus rapidement. Oui, ça nous aide sur la charge mentale. J'ai un petit écho sur le micro. Si on rentre maintenant un peu dans les différents cas d'usage de façon un peu plus individuelle, Julien, vous chez Carrefour, il y a quand même une posture d'investir assez massivement dans la transformation digitale. Comment justement est intégrée l'IA au sein du groupe ? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous on travaille beaucoup avec de l'IA décisionnelle. Donc c'est comment on aide justement à prendre les bonnes décisions au sein de l'ensemble en fait de la chaîne de production chez Carrefour. Donc on a deux exemples. Un, déjà, on a beaucoup investi sur l'IA pour les collaborateurs dans nos produits, en fait, permettant justement la chaîne de production. On a notamment un outil qui s'appelle Assortment Suite, qui permet en fait aux magasins de pouvoir en quelque sorte planifier la meilleure linéaire en fait, avec toutes les données qu'on arrive à avoir en fait sur comment les gens achètent dans la région, typiquement même sur le magasin, et on intègre aussi les plans du magasin pour pouvoir donner les meilleures informations. Et autre point, après, derrière, effectivement, c'est comment on accompagne aussi l'IA au quotidien. Donc, on s'est rendu compte chez Carrefour qu'il y avait aussi beaucoup de collaborateurs qui avaient entendu parler de l'IA. Hein. Je pense qu'on regarde tous les infos. On a tous vu les informations sur OpenAI et ChatGPT, etc. Et donc, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de fuites de données, des gens qui utilisaient pour, en tout cas, voir quel était en fait ce phénomène générative IA. Et donc, on a décidé effectivement de créer notre propre plateforme interne pour
pour justement accompagner l'acculturation justement à la GenAI. Et donc on a créé une plateforme qui s'appelle Carrefour IA, sur laquelle en fait justement ce qui est cool, c'est que le design a pu être intégré dans la création de la plateforme pour justement donner un outil en interne à tout le monde pour pouvoir justement tester des choses et voir comment ça pouvait faciliter leur production aussi au quotidien et voir même juste la créativité comme ce qui a été dit. C'est un vrai sujet, notamment sur l'appropriation d'IA par les équipes, d'accompagner au plus tôt, plutôt que d'avoir une adoption sauvage, on va dire. On ne sait pas quelles données, quels outils, on ne maîtrise pas. Oui, c'est exactement ça. Et puis même pour les entreprises, effectivement, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est la souveraineté de la donnée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ceci est fait sur un compte perso non sécurisé, c'est vraiment compliqué pour une entreprise. Et chez Carrefour, on a décidé effectivement de prendre le pas et de dire, effectivement, on est l'IA, effectivement, pour une grande entreprise comme Carrefour, c'est extrêmement stratégique. Et on a décidé de sauter le pas et de plutôt offrir à nos collaborateurs finalement une interface qui leur permet de tester les choses et de pouvoir s'expérimenter dessus. Julien, vous avez donné des exemples plutôt en interne, B2B, au niveau des employés. Est-ce que vous avez des exemples d'intégration de l'IA sur l'expérience justement consommateur ? Alors, je pense que tout le monde a peut-être entendu parler il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, c'est que je pense quand je suis arrivé, la collaboration avec OpenAI qu'on avait fait avec le premier chatbot qui était lié au retail qui s'appelait Hopla. Donc, c'était l'intégration justement d'un assistant de création de courses qui était sous la forme d'un chatbot qu'on pouvait interroger. Donc, il existe toujours, on pouvait toujours aller l'interroger. Il continue à apprendre, il continue à vous donner des informations pour créer votre panier. Je pense que moi, à titre perso, demain, l'IA chez Carrefour ne sera pas forcément de la même façon. Sera beaucoup plus smooth, intégré dans l'expérience et pouvoir finalement créer ces courses demain en directement, en pouvant interagir avec son interface. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez partager aujourd'hui, nouveau sur votre retour d'expérience ? Je pense qu'effectivement, il faut le prendre avec du recul, il faut expérimenter, comme ce qui a été dit tout à l'heure, mais surtout, il faut se mettre dans la posture que tout le monde n'est pas un prompteur. Donc, il faut savoir effectivement accompagner nos clients, en tout cas sur la partie B2C et même sur la partie collaborateur, à comment adhérer finalement à ce nouveau mode de process. Et surtout, dernier point, c'est la réassurance, notamment sur les collaborateurs. Nous, on travaille beaucoup en UX à pouvoir justement aider les data scientists à pouvoir démystifier justement cette black box et de pouvoir en fait donner la réassurance sur les gens sur la fiabilité de la donnée qui est derrière. Et ça, c'est aussi un des grands enseignements qu'on a eu cette année, c'est comment on crée finalement de la démystification sur l'IA et que c'est pas une baguette magique et que effectivement c'est quelque chose qui est étudié et qui apporte des résultats. Merci beaucoup, Julien. Andras, vous, chez Solocal, comment est intégrée justement l'IA ? Alors aujourd'hui, à l'interne, l'utilisation, ça s'est explosé. Donc il y a des assistants partout. Donc on a commencé avec un petit chatbot interne pour le support technique. On a intégré dedans toutes les fiches techniques et je voulais retrouver l'information rapidement et proposer des solutions. Et après, quand ça fonctionnait déjà très bien, il y avait des demandes partout et on pouvait répondre assez rapidement. Et pas forcément avec mon équipe, mais pour faire des prompts. Donc même le métier a commencé à faire des prompts et il y avait des développeurs qui sont auto-formés sur le prompt engineering. Avec notre guide, avec nos soutenances, on pouvait mettre en place ces assistances partout. Après, pour tout ce qui est produit, qui est accessible pour le client, on a encore un peu bloqué sur le fait qu'on ne peut pas assurer toujours une qualité, donc on ne peut pas donner une responsabilité totale à l'IA. Donc on a évoqué le sujet, en fait, comment on peut contrôler, donc on teste différentes solutions. Donc là aussi, les clients ils ont accès à quelques aides, quelques assistantes. Typiquement, quand on veut regarder ses avis sur ce site web, et on propose un résumé automatiquement, ou quand il veut changer la description sur son script, on récupère toutes les connaissances du client et on propose un texte, mais on attend une validation humaine. Donc, ce n'est pas automatisé complètement.
Concernant l'UX, il y a un premier projet qui a été mis en place et ça, c'est grâce à l'IA, c'est le parcours, l'expérience utilisateur en fait. Quand il arrive sur le page, il veut chercher par exemple un restaurant. Pendant longtemps, ça marchait avec des mots-clés. Et on a fait des bases permettant de faire des approchements entre les mots-clés figés et les mots-clés cherchés par les clients. Ça fonctionnait bien, mais il y avait des cas, par exemple, quand quelqu'un n'a pas tapé qui cherche un plombier qui est ouvert le dimanche, mais par exemple, il y a un robinet qui goûte et on n'a pas compris vraiment le contexte et l'intention. Et avec l'IA, maintenant, ça change complètement en fait, le parcours. On peut proposer tout de suite et on peut aller plus loin. Parce que s'il cherche un plombier le dimanche, on peut proposer une liste qui est transformée. Donc le design de la liste est transformé. On souligne en fait les personnes qui sont disponibles dimanche parce qu'on a compris ce qu'il a besoin en urgence. Ça fait évoluer quand même vraiment la question du search en fait, hein, sur la façon dont nous on va aller chercher. J'ouvre un peu, pardon, mais je suis obligée d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Mais malgré l'hégémonie de Google, on sait que demain, voilà, est-ce qu'on va encore chercher sur Google, sur GPT, sur Perplexity? Enfin, ça change vraiment quand même toute la sphère du search. Ça va changer complètement. Donc, je pense que je ne suis pas le tout seul, par exemple, qui organise un voyage. Et maintenant, je ne fais plus la recherche sur Google. Donc, je tape directement en chat GPT. Et le moment quand ce sera... quand il y aura une ouverture, une accessibilité directe au site et les contenus, je pense qu'il y aura même les places pour les publicités, pour proposer un billet d'avion, un hôtel, dans la même conversation. Bon, du coup, on me coupe, je pense, comme il y a un petit Arsène, le micro de temps en temps. Mais ça, c'est un vrai sujet aussi, qui n'est pas celui d'aujourd'hui, mais le débat de la revalorisation de la publicité. Elle était déjà décrit entre publicité et brand content. Si maintenant, il y a le search content, quelle place pour la publicité? Vous, chez Solocal, Andras, qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Parce qu'il me semble que justement, par rapport à ce... Alors, on ne va pas diaboliser, mais les dangers d'une IA publique, vous avez fait le choix de développer vos propres outils, non? Oui, suivant quand je parle des solutions internes et je parle des assistants ou les use cases qui touchent les données sensibles. Donc, je parle par exemple des courriers qu'on reçoit des clients ou qui peuvent être des documents sensibles. Pour gagner l'efficacité, on analyse bien évidemment avec l'IA, on fait les classifications, identifie par exemple de l'écrit manuscrit, les identifiants de clients dans la base. Et pour toutes ces solutions, pour éviter les problèmes éthiques juridiques, on a déployé des modèles open source dans notre infra. Ça veut dire que ces données ne sortent jamais de notre système. Pendant le training, on fait le test avec les grands modèles payants, mais avec ça, on maîtrise toutes les flows. Et en plus, on maîtrise les coûts aussi. Donc, ce n'est pas seulement que c'est une solution moins chère, mais les coûts de tous les services à la lame, chaque semaine, ça varie. Donc, c'est difficile de dire que cette semaine, ça coûtait combien, et l'année prochaine, on doit calculer avec le cas budget. Donc, pour l'instant, quand c'est sensible, c'est vraiment une solution déployée à l'interne chez nous. Merci beaucoup. Inès, vous, quel retour d'expérience vous faites chez Atempo, plus précisément dans vos équipes? Alors, déjà chez Atempo, on a commencé à travailler sur l'AI, sur des projets assez ciblés, notamment la gestion, comment optimiser la gestion et le traitement de larges quantités de données. Ensuite, au niveau des équipes, on challenge constamment nos processus. Et plus précisément, dans mon travail UX, j'utilise l'AI à plusieurs étapes de mon process, notamment pour analyser les retours utilisateurs, pour créer des user personas que je vais ensuite confirmer avec ces interviews utilisateurs, et aussi organiser des ateliers pour aller plus rapidement et me concentrer sur l'atelier le jour même. Alors justement, vous travaillez dans un milieu quand même assez technique, hein. Comment est-ce que l'IA vous permet de clarifier et de simplifier toutes vos tâches au quotidien? Oui, effectivement, le domaine est très technique et je m'en sers très simplement en demandant à mon chat GPT
en demandant simplement de m'expliquer certains termes techniques, certaines contraintes pour mieux maîtriser le sujet et avancer plus rapidement sur certains projets. Ensuite, pour l'évolution de fonctionnalités, j'aime bien traduire cette complexité en tâches simples en lui demandant de générer des user flows. Donc user flow, c'est les parcours clients. Et ce qui permet de visualiser la structure de base, de me concentrer sur les réels besoins des utilisateurs et pour ensuite itérer avec les parties prenantes et aller plus rapide, et être plus rapide du coup dans mon process. Merci, c'est un exercice pas évident de pouvoir détailler ce qu'on fait au quotidien. Vous, Philippe, comment ça se passe au niveau d'Arval, votre client actuel, sur cette intégration de l'IA ? Nous, actuellement, en fait, on a 3 projets en ligne de mire, donc 2 qui sont effectifs à l'heure où on parle, et un qui va venir bientôt. Le premier besoin qu'on avait, le premier use case, c'était justement de répondre... En fait, on a des offres très complexes chez Arval. Sur du leasing automobile, il y a énormément d'options, énormément de variables, énormément de types de contrats. Donc, on a réalisé un modèle LLM en interne. Parce que justement, en fait, Arval, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les mêmes problématiques que chez BNP. Enfin, les mêmes problématiques, les mêmes sécurités qu'un groupe bancaire. Donc, on a beaucoup de limites, beaucoup de freins là-dessus. Donc, on a créé ça en interne, un LLM, qui justement va aider les commerciaux à personnaliser les offres en face avec le client directement. Donc, un gain de temps énorme pour chaque personne, chaque commercial qui va travailler dessus. Ça, c'était le premier gros projet qu'on a lancé dernièrement. Le deuxième, c'était plus pour le côté pour les développeurs, pour vraiment leur créer un assistant en interne, pareil, qui les aide à développer, à optimiser leur code ou le commenter, etc. Et le troisième projet, là, c'est plus un projet côté design, où justement on a mis en place, nous on ne peut pas utiliser par exemple Midjourney ou des outils en ligne, donc on a mis en place une IA qui s'appelle Stable Diffusion, qui crée justement des images qu'on a brandées, qu'on a pré-promptées et qu'on a optimisé un modèle pour vraiment avoir du contenu brandé Arval et BNP Paribas, qui sera ensuite mis en place pour tous les collaborateurs, que ce soit chez Arval et même BNP Paribas. Donc on parle à peu près de 50 à 100 000 personnes. Merci également pour ce témoignage. Si on part maintenant sur des questions un peu plus transverses, alors prend la parole qui souhaite dans l'ordre que vous souhaitez également. Mais on a évoqué déjà le premier sujet de la donnée utilisateur. Quels sont un peu les garde-fous, on va dire, que l'on met pour s'assurer d'une utilisation éthique des données ? Là-dessus, moi, pour ma part, comme je vous disais, on est vraiment très sécurisé chez BNP. On a des audits réguliers sur les données qui sont utilisées. Il n'y a quasiment aucune donnée qui peut sortir, même par mail. Tout est contrôlé de base, aussi avec la RGPD. Et il y a aussi un autre truc, en tant que designer, à partir du moment où je vais poster quelque chose sur Internet, dans tous les cas, ça ne m'appartiendra plus. Et ça, sûrement, ça alimentera une autre IA derrière. Donc c'est un peu, ça fait partie du jeu aussi en même temps. Donc le fait de devoir poster sur Internet, on va pouvoir me reprendre mon design, etc. Et ça alimentera forcément une autre IA. Merci. D'autres actions mises en place pour s'assurer d'une utilisation éthique des données ? Moi, j'ai déjà... Peut-être qu'on t'a coupé aussi, c'est comme... Ouais. Non, c'est bon. Non, mais j'ai expliqué tout à l'heure, effectivement, nous, chez Carrefour, on a aussi une grosse priorisation sur la souveraineté des données. Donc, on est un grand groupe comme ça, effectivement, on est souvent audité côté GDPR, etc. Donc là, ce qu'on a fait sur tout ce qui est IA, c'est effectivement sur tous les outils qu'on a à la fois sur design, mais pas que sur le design, aussi sur du product, etc. On est très vigilant et à chaque fois dans la boucle, on surinvestit finalement la sollicitation à notre DPO, justement pour que tout soit analysé et être certain qu'il n'y a pas de problème avec les données et qu'on n'ait pas une fuite des données. Donc sur tous les nouveaux outils, et notamment les outils qu'on peut acheter, type, on en a cité certains tout à l'heure, Miro qui propose de l'IA, on a aussi pour les designers Figma qui en a proposé, qui a arrêté, et je ne suis même pas où on en est aujourd'hui. Mais en tout cas, première décision, ça a été effectivement de couper l'option. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, derrière, comme ce qui a été dit, on ne sait pas où part l'ensemble des informations.
et ce qui peut devenir très problématique pour nous aussi derrière, à titre, pas de designer, mais plutôt à titre d'entreprise. Ça, c'est pas évident parce qu'on l'a vu, même tout à l'heure, César, en tout début, a dit bah, tiens, c'était pas comme ça il y a 2 jours. Ça va très vite. Donc, comment on maîtrise quand même un peu par rapport à l'outil qu'on a choisi, qu'on est encore maître effectivement de ce qui se passe. Nous, on doit travailler beaucoup sur la communication interne parce qu'on ne peut pas contrôler et bloquer tous les accès des outils non conformes. Donc, ça arrive souvent que du côté métier, quelqu'un en présentation propose une fonction d'IA dans un outil qu'on n'est même pas. Donc, on doit toujours être derrière et proposer des solutions alternatives qui passent par un contrôle et qui est vraiment entre nous-mêmes. Donc, ça peut être des chatbots ou le chat GPT où il y a un flow, où on assure en fait qu'il n'y a rien qui sort après le traitement. Mais ça, c'est un challenge dans le quotidien. Il y a toujours chaque semaine des nouvelles demandes que voilà, j'ai commencé à jouer avec je sais pas, le fichier Excel dans cet outil et je trouve très bien. Et là, on découvre, mais oui, mais peut-être c'est quelque chose qu'il faut arrêter de travailler. C'est une temporalité qui n'est pas évidente du coup à trouver parce qu'on entend des fois il faut accélérer parce que c'est déjà en marche et en même temps il ne faut pas paraître pour une entreprise qui est trop bridée si on dit non, ça on ne sait pas donc on ne le fait pas. Enfin, c'est pas évident cet équilibre à trouver, non? C'est vrai, mais après, bon, c'est chaque en soi. Hein. C'est que, comme je disais encore une fois, je me répète beaucoup, je trouve. Chez BNP, tout est bloqué. Je pense que mes collègues, on doit avoir aussi des problèmes comme ça, où même si tu vas faire passer une certaine version d'une IA, c'est-à-dire qu'elle a été vérifiée, elle a été testée, donc ils regardent vraiment l'information à l'intérieur. Tu peux pas en fait changer tous les jours. En fait, tu peux pas mettre à jour tous les jours. Donc c'est assez complexe en question. Donc il faut accélérer mais prudemment. Je pense qu'il faut aussi vraiment accélérer sur la culture de l'éthique. Je pense que c'est extrêmement important. C'est-à-dire que même nous, en tant que designer, parfois on se dit on fait que du design. Oui, mais en fait, il n'y a pas que du design. On parlait tout à l'heure, il y a de la data. Il y a aussi des stratégies. Et donc, c'est pas uniquement intégrer des prompts. C'est pas uniquement que ça. C'est vraiment pour à la fois toute la stratégie de l'entreprise, c'est vraiment expliquer, et c'est ce qu'on fait chez Carrefour, même tous les collaborateurs, expliquer que chaque donnée qui part en fait est une donnée aussi qui peut être réutilisée par quelqu'un d'autre. Et enfin, sur toute la partie research, notamment, sur toute la partie CX, UX research, extrêmement important, parce qu'effectivement, quand vous mettez de la donnée à l'intérieur d'un chat GPT ou autre d'ailleurs, mais que en fait la sécurité n'est pas posée derrière, c'est quand même de la donnée derrière, même si on a essayé d'anonymiser les choses, qui partent ensuite derrière sur le web et qui peuvent être récupérées derrière, peut-être un jour par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si le corollaire est bon, mais en t'entendant parler, c'était vraiment un peu comme cette évangélisation sur le social media. Tu vois, où moi, j'ai une fille qui a 12 ans qui m'a dit « je veux ouvrir un compte Instagram ». C'est ma minute perso. Mais elle m'a dit « je veux faire une chaîne WhatsApp même ». Je lui dis « mais si tu es sur les réseaux, c'est comme si tu ouvrais ta fenêtre et que tu criais des choses au monde. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Et potentiellement, tout peut être repris. Donc, est-ce que ce n'est pas ce même type d'évangélisation là qu'on a par rapport à la data liée en entreprise ? Non, je pense que c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement. Et ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, finalement, c'est la même chose qu'on voit avec l'IA. La seule différence, c'est que sur les réseaux sociaux, on le voit directement. L'IA, on le verra peut-être progressivement plus tard et à quelques années peut-être, mais c'est exactement le même problème. On a cet enjeu de sensibilisation. Il y a aussi, on l'a entendu un peu aujourd'hui, c'est cette notion aussi d'utilisation éthique. C'est-à-dire, où est l'IA, où est l'IH, l'intelligence humaine ? Est-ce que j'ai besoin de mettre de l'IA partout ? Comment est-ce qu'on apprend ? Parce qu'on est tous en train d'apprendre quand même, là, mais avoir une utilisation peut-être un peu plus éthique. On voit les prévisions, là, il y a eu des schémas qui sont parus il y a quelques jours, des prévisions de consommation CO2 et autres de l'IA. Est-ce qu'on est bien raisonnable ? Totalement pas. On le voit de toute façon là, l'IA c'est vraiment... on voit l'IA, c'est même plus juste une technologie, c'est un effet de mode, c'est un argument commercial. La dernière fois j'ai vu un aspirateur qui avait de l'IA sur un truc où ça va trop loin en fait. C'est devenu vraiment un argument commercial. Est-ce qu'il te parle quand tu passes l'aspirateur ?
Peut-être il t'écrit des petites histoires où il te fait passer le temps plus vite. Mais c'est vrai qu'on devrait en fait ralentir et c'est une prise de conscience commune qu'on devrait prendre. C'est que même une requête, je l'ai appris hier d'un ami à moi, une requête ChatGPT, ça coûte je sais pas combien de litres d'eau, alors qu'une recherche Google, c'est beaucoup plus léger. Mais honnêtement, je suis honnête, moi je sais que comme je suis dans une phase exploratoire, j'ai du mal à me brider en même temps que j'explore en fait. Pour moi, c'est un peu antinomique. Je pense que comme Green IA ou IA responsable, ils vont devenir très très importants dès 2025. Donc, il y aura des entreprises voilà, qui vont dire que moi j'utilise en façon responsable l'IA par rapport des autres. Parce que ça nécessite vraiment des ressources énormes pour les tâches qui ne sont pas forcément nécessaires. Je pense effectivement qu'il va falloir que c'est une opportunité pour développer ces compétences-là et également prendre en compte l'inclusivité pour pouvoir intégrer ces outils AI et également garder l'humain au centre de nos solutions. C'est un point qu'il faudra prendre, tu mentionnais pour 2025 et même plus tard dans le futur. Il faut vraiment prendre en compte ces points-là. On a finalement une responsabilité à deux prismes. On a cette responsabilité éthique, mais cette responsabilité aussi de regard critique. Il y a des étudiants aussi qui sont là aujourd'hui. Comment on s'accompagne soi-même, mais aussi les futures générations, à avoir ce regard critique comme on l'a et qu'on doit l'avoir pour les données, mais aussi par rapport à ce que sort l'IA. J'ai vu cette question, Barbara. Je pense que oui, effectivement, faut qu'on. C'est un peu comme la même question que finalement que les réseaux sociaux. C'est à quel point en fait, je vais faire tout et n'importe quoi avec l'IA. On a vu beaucoup d'images qui ont été créées par la Gen AI et qui ont été publiées. Je pense qu'il faut arriver aussi. Je pense que là, c'est le côté humain qui doit parler. Finalement, de dire à quel moment en fait je suis allé trop loin et à quel moment en fait entre l'exercice de vouloir tester ou de vouloir créer des choses et à quel moment en fait je m'auto-censure finalement sur l'exercice. Mais à quel point aussi je suis OK avec ce que l'IA ressort et pas, je sais pas, c'est ce qu'elle a dit, quoi. Autre question aussi, c'est finalement, comment ça impacte, vous, chacun, le quotidien des collaborateurs? On l'a vu, il y a quand même aussi encore beaucoup de peur. Est-ce que ça va me remplacer partiellement, complètement? Comment on rassure, comment on accompagne aussi cette collaboration homme-machine? Il y a une grosse partie d'accompagnement au changement à faire pour ça. Mais bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ça ne remplacera pas l'homme. C'est vraiment des super outils qui aident un expert. Par exemple, voilà, on est dans le design, on parle du sujet design. Je pense qu'avec l'IA, je peux faire des choses extraordinaires, mais tu prends quelqu'un qui n'est pas designer, il ne pourra pas faire la même chose que je ferais moi avec l'aide de l'IA. Donc ce n'est pas forcément un remplacement, c'est vraiment un assistant, c'est une aide incommensurable qu'on a là devant nous. Aujourd'hui, on axe beaucoup sur le fait qu'on montre avec chaque assistant qu'il a vraiment ses défauts et où il faut être vigilant. Donc on est très éducatif pour montrer que ça peut être un super efficace assistant qui vous montre la productivité, mais un humain doit toujours être derrière pour contrôler. Et aujourd'hui, ça c'est le cas. Donc il y a beaucoup de peur que ça peut remplacer des employeurs, il y a perdre des emplois, mais on peut les rassurer aujourd'hui, mais on doit beaucoup travailler sur ça. Aussi, ça va beaucoup aider sur tout ce qui est tâches répétitives. C'est par exemple, citons un exemple, là j'étais en train de travailler sur les images de l'App Store. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand tu crées tes 5-6 images sur l'App Store, il faut ensuite que tu les déclines sur tous les formats d'iPhone qui existent. Donc on parle du 15, 16 jusqu'au 4. Donc je peux vous dire... C'est ça, c'est ça. Et justement, en fait, tu peux créer ton premier design et justement demander ensuite à l'IA ou à un plugin Figma de resizer directement automatiquement tout ça. Et ça, c'est des tâches rébarbatives qu'on peut justement effacer avec l'IA. Et je pense que c'est là-dessus, en fait, que justement, il faut se concentrer et pas se dire que ça va me remplacer, etc. Parce que la créativité même, l'IA ne peut pas reproduire exactement la créativité humaine, pardon. Oui, ça reste un outil et finalement on en fait pas exactement ce qu'on veut, mais presque. Peut-être une dernière question de transverse avant de passer sur les perspectives là qui arrivent 2025 très prochainement. À entendre les différents témoignages, il y a le sentiment quand même qu'aussi que cette IA est
aide encore plus à casser les silos. On l'a vu, Julien, Cyril disait, moi maintenant je travaille avec des data scientists, je travaille avec mes équipes juridiques. Donc est-ce que ça vous le ressentez aussi? Alors c'est peut-être une opportunité, c'est aussi peut-être un peu complexe. Des jeunes en tant que marketeurs et IT, c'était un peu compliqué, mais on voit que le sujet de la data, c'est plus un sujet de data scientist ou tech. Donc est-ce que vous voyez en fait ce cassage de silos, je ne sais pas le dire comment autrement? Alors, très clairement, oui. Non, mais c'est bien, effectivement. On arrive à aujourd'hui, effectivement, parler avec un data scientist. Alors, pour le coup, je pense que c'est pas arrivé en 2024. Pour le coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de GenAI, mais il y avait quand même les algorithmes qui étaient aussi présents avant. Exactement. Donc, typiquement, dans mon background, j'ai travaillé aussi pour vente privée. Donc, il faut savoir que la homepage de vente privée est quand même personnalisée à l'utilisateur sur les données. Donc, typiquement, tout le parcours chez VP, déjà à l'époque, on travaillait, je vous parle de ça, c'était il y a 4 ans, on travaillait déjà avec des data scientists pour imaginer l'expérience de demain. C'est-à-dire que nous, en tant que designer, on arrivait et on indiquait, voilà, demain, j'aimerais une home personnalisée avec telle section, etc. Et de suite, en fait, on se mettait en connexion avec les data scientists pour voir quel était le ranking qui était le plus performant lié au profil. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Par contre, effectivement, ce qui est nouveau, c'est l'accélération qu'on a depuis 2 ans. Et effectivement, on peut désormais, ce qui est plutôt gratifiant, avoir plutôt maintenant désormais des data scientists qui viennent toquer à notre porte pour nous demander de l'aide parce qu'ils ont fait quelque chose et que en fait, ça n'a pas de sens d'un point de vue user. Et donc, désormais, ils viennent plutôt recueillir aux designers pour apporter du sens dans le flow. Et ça, c'est effectivement très satisfaisant. Et je pense que d'un point de vue global sur le monde du design, ça permet aussi de porter le design vers le haut et de pouvoir aussi nous connecter avec d'autres profils qui nous apportent aussi d'autres expériences et sur lesquelles, en fait, de manière globale, on arrive à muter vers une excellence au commun. Merci Julien. C'est vrai qu'Andrés, on en discutait aussi pendant un peu la préparation, c'est finalement aujourd'hui aussi les temps de développement et test and learn se sont accélérés sous forme de sprint et finalement aussi pluridisciplinaires. Les équipes UX, les équipes marketing, web, tout le monde travaille ensemble sur ces micro-sprints. Oui, et ce n'est pas seulement le temps de sprint qui est important, mais la taille de l'équipe qui est nécessaire pour déployer une solution qui semble être même plus efficace que ce qu'on a mis en place, ça fait 3-4 ans. Et ça veut dire que je pense que la capacité de comprendre les besoins de métier ou être capable de communiquer avec eux, ça devient beaucoup plus important que le parcours, formation et les connaissances techniques aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Peut-être pour terminer chacun, un mot s'il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de partager ou j'aurais pas ouvert la porte. Et puis quels sont vos comment est-ce que vous voyez un peu l'année 2025 et peut-être même plus, mais quels sont un peu les sujets chauds là où vous attendez, alors avec impatience ou non, mais en tout cas qui vont se présenter là sur les mois et les années à venir. Je vois bien l'AI vraiment comme un véritable assistant et capable de co-créer avec les designers, pourquoi pas, ça serait l'idéal, d'avoir une fonctionnalité qui permet de simuler l'expérience utilisateur et les interactions au sein d'une fonctionnalité. Ça serait génial, ça nous permettrait d'itérer beaucoup plus facilement et d'affiner nos solutions. Donc j'ai hâte de voir les évolutions futures. Moi, je vois pas mal de choses qui sont très intéressantes sur l'expérience en elle-même. C'est qu'initialement, on sait très bien qu'on a l'expérience homme-machine avec le clavier-souris. On a eu ensuite, dans les années 2010, le touch des téléphones. Et là, je vois qu'on commence à aller sur quelque chose de beaucoup plus loin, beaucoup plus profond, avec par exemple les Meta Orion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce produit, qui est justement en fait des lunettes connectées où tu as des écrans qui apparaissent dans la surface de ton appartement, etc. Avec justement un bracelet qui joue avec les mouvements de ton bras, de ton doigt, etc.
L'Apple Watch le fait déjà, etc. Mais je pense que c'est des choses qui vont vraiment redéfinir le design dans le futur parce qu'on va avoir des nouvelles façons de voir les interfaces, des nouvelles interactions possibles avec ces dites interfaces. Et je pense que ça, c'est des sujets qui vont être très, très intéressants dans les années à venir. Ce que disait aussi Cyril, finalement, il y a un usage qui va se développer dans un secteur et, in fine, on va attendre comme un peu le One Day en livraison sur Amazon qui l'a étendu à tout. Nous, on va avoir cet usage qui va se développer sur, tu dis la montre, mais demain, peut-être qu'on va attendre ça et je sais pas, qu'il y a du sel qui va se mettre automatiquement dans notre plat. Enfin, je sais pas. Mais... Comme vous avez dû voir tous Iron Man, l'effet Jarvis, parce qu'en plus maintenant avec le texte, le speech-to-speech, vraiment on voit qu'on est sur quelque chose qui est incroyable. On a pu tester tout à l'heure avec Cyril. Bon, ça n'a pas marché, mais le pauvre. Mais on peut voir que vraiment on aura une interaction comme un assistant Jarvis, où tu peux naviguer directement sur une surface qui est en soi invisible et qui sera devant tes yeux, où tu peux faire des zooms avec tes doigts. Enfin, vraiment, on aura des navigations, des interactions incroyables. Moi, vraiment, j'ai hâte de ça, personnellement. Merci. Moi, j'attends les assistances où il n'y a pas de délai entre l'analyse et la réponse. Donc, on n'a pas vraiment encore en live avec les solutions actuelles et ils sont très coûteux. Donc, je pense que le prix va diminuer et on va arriver dans quelques mois que ce sera vraiment en live pour quelques use cases et même peut enrichir la réponse avec des connaissances, par exemple, sur le client. Et ça peut être quelque chose qui sera après largement utilisé dans tous les services clients, par exemple. Et moi, j'ai du mal en fait encore à imaginer comment ça va être. Je pense que c'est un mix de tout. Et je pense que aussi la technologie avance tellement vite. Encore hier, je regardais un article sur les ordinateurs quantiques qui vont encore booster la donnée et la manière dont on va pouvoir imaginer le futur. Ordinateur quantique, c'est potentiellement demain la fin de la carte bleue telle qu'on la connaît. Bon. Donc ça veut dire aussi, typiquement la carte bleue a déjà remplacé la monnaie. Donc demain, qu'est-ce que ça va être et je pense qu'on est dans une nouvelle ère. On a connu, alors il n'y a peut-être pas des gens aussi qui ont tout connu, mais on a connu, en tout cas pour ma part, j'ai connu l'arrivée du web dans les voilà, en fait, mais voilà. Moi, j'ai commencé ma carrière sur le smartphone. Je faisais des sites sur eMode. Alors, peut-être que des gens ne connaissent pas le eMode ici. Il y en a qui rigolent, donc il y en a qui connaissent. Voilà. Donc, c'était la plus grosse des contraintes pour faire des pages qui faisaient moins de 5 mégaoctets pour naviguer sur le web mobile à l'époque. Et l'arrivée de l'iPhone a été un chamboulement pour tout le monde. Et je pense que l'IA générative, en tout cas la manière dont on la voit aujourd'hui, c'est encore un chamboulement puissance 10 sur ce qui va arriver sur les 10 prochaines années. Et on ne verra peut-être pas tous jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, nos enfants, je pense, vont avoir un futur qui va être totalement transcendant par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, c'est vrai qu'à titre perso, un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup venant du marketing client, c'est on parle beaucoup aujourd'hui de comment on accompagne le conseiller augmenté et puis finalement qui va être délesté de certaines tâches automatiques pour pouvoir se concentrer sur l'humain. Mais que va-t-il advenir quand demain le client va être augmenté et que c'est pas moi qui vais appeler le service client de Bouygues Télécom, mais que ça sera ma Barbia qui va appeler Bouygues en disant écoute, va avoir un problème. Comment est-ce qu'on accompagnera en tout cas les équipes aussi à interagir avec des robots ChatGPT l'ont déjà présenté, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui va être plus drôle, c'est justement quand on a un client IA qui va appeler un commercial IA aussi en même temps. Donc, c'est-à-dire que les deux IA vont communiquer. Parce que je pense que ça va être ça aussi le futur, c'est que les IA vont communiquer entre elles. Voilà, en tout cas, c'est vraiment en termes du X aussi, c'est très particulier. Merci à tous les quatre. Merci à vous qui avez été présents ce soir. Alors, il me semble que peut-être qu'il allait y avoir un QR code qui allait apparaître quelque part. En tout cas, ça va arriver dans la soirée tout de suite ou juste un peu après, pour que vous puissiez nous dire si vous êtes satisfait, hyper satisfait, moyennement satisfait en tout cas de cette soirée. Nous, en tout cas, ça a été très enrichissant. Merci à tout le monde. Et il y a un cocktail de fin. Merci à tous.